webinaire du plan dépérissement. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Michel Illy, Anne-Sophie Spilmont de l'IFV et Arthur Froely du CIVA. Nous allons parler aujourd'hui du GPGV. Sans plus attendre, je vais laisser la main à Anne-Sophie Spilmont qui va commencer à vous présenter les différents éléments concernant cette virose émergente qui est le GPGV. Bonne soirée, bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Comme l'a expliqué donc Caroline, je vais commencer par vous faire un petit point sur ce virus, cette virose émergente. D'abord une des données plus générales sur ce qui est connu au niveau international et après on fera un petit zoom sur la partie française et Arthur fera un point plus spécifique sur des données au niveau de l'Alsace. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce virus? Ce virus, il a été découvert, ou du moins les symptômes qui peuvent être associés à ce virus ont été identifiés pour la première fois en Italie, dans le nord de l'Italie, en 2003. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont des symptômes qui peuvent à la fois produire des rabougrissements au niveau de la souche, mais surtout des déformations au niveau des feuilles, avec ces feuilles qui apparaissent bullées, gaufrées et décolorées, comme on peut le voir sur l'image de droite. Et c'est ce type de symptôme qui est relativement caractéristique. Donc, en 2003, identification de nouveaux symptômes, d'une nouvelle maladie et recherche donc par les équipes italiennes de ce qui pouvait être à l'origine de ces symptômes. Rien n'a été identifié à ce moment-là, aucune cause possible. Et il a fallu quasiment 10 ans et des nouvelles techniques qui sont des techniques de séquençage haut débit, qui vous seront notamment un petit peu présentées à la fin par Jean-Michel Illy, qui ont permis cette fois-ci d'identifier un nouveau virus, qui a été dénommé le Grapevine Pinot Gris virus, car c'était bien sûr sur le cépage Pinot Gris. Alors, une fois l'identification de ce virus par ces techniques assez pointues, des techniques plus classiques de détection ont été utilisées et ce virus a été ensuite recherché dans le monde entier. Et ce virus a été donc identifié dans tous les pays où vous avez qui apparaissent ici sur la carte du monde en orange. Donc à la fois l'Europe, mais aussi l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, certains pays d'Asie, l'Australie. Dans tous ces pays, excusez-moi, ça passe un peu vite. Dans tous ces pays, le virus a pu être identifié. Donc on voit que ce virus est très très fréquemment présent. Le seul pays où le virus n'a pas été identifié alors qu'il a été recherché, c'est la Nouvelle-Zélande à cette date. Au niveau de ce qui est connu au niveau international, donc la majorité des travaux qui étaient d'abord initiés ont été surtout en Italie. Ce virus, donc identifié pour la première fois en 2012 en Italie, depuis retrouvé dans la quasi-totalité des vignobles à travers le monde. Il a aussi été montré dans la littérature qu'on pouvait le trouver sur certaines plantes herbacées du vignoble. Il a aussi été montré qu'il y avait un vecteur Conomerus vitis, qui est donc l'acarien de l'Érinos, qui pouvait le transmettre. Et ce qui est important de noter, c'est que donc ce virus, il est parfois associé à des symptômes, donc la maladie qu'on appelle la maladie du Pinot Gris, mais pas toujours. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important à retenir. Donc on trouve très très fréquemment le virus, on trouve beaucoup moins fréquemment la maladie. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le postulat de Core, c'est-à-dire que le lien direct de causalité entre virus et maladie n'est pas encore confirmé à cette date. On y reviendra. Tout ça, bien sûr, ça pose question. Pourquoi est-ce qu'on trouve le virus et qu'on ne trouve pas systématiquement la maladie? Il y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées par les différentes équipes qui travaillent sur le projet. Donc, l'une des hypothèses, c'est qu'on aurait des isolats ou des variants différents de ce virus et que seuls certains de ces variants ou isolats seraient capables d'induire des symptômes. Une deuxième hypothèse, c'est qu'il faudrait une co-infection avec d'autres virus ou d'autres agents pathogènes pour avoir l'expression des symptômes. Une troisième hypothèse, c'est qu'il faudrait une charge virale, c'est-à-dire une concentration en virus minimum pour avoir l'expression de ces symptômes. Et la dernière hypothèse, c'est qu'il faudrait des facteurs environnementaux particuliers pour provoquer ces symptômes, et notamment une hypothèse qui concerne les carences en bord. On reviendra sur certaines de ces hypothèses ensuite. Du coup,
Donc ça, c'était des données surtout de la littérature internationale. On s'est posé la question de savoir quelle était la situation au niveau français. Et donc, en 2019, a été initié un projet dans le cadre du PNDV, du Plan national dépérissement du vignoble, qui devait donc travailler sur différents axes. Un premier axe qui concernait la présence du virus dans les différents bassins viticoles, un deuxième sur le recensement des parcelles qui présenteraient des symptômes caractéristiques ou apparentés à la maladie du Pinot Gris, un troisième axe sur l'impact de cette maladie sur la productivité de certains cépages, un quatrième sur la cinétique de contamination par ce virus, et un cinquième vraiment pour essayer de travailler sur le lien virus et maladie. Donc, ce projet a associé beaucoup de partenaires, comme vous pouvez l'identifier sur la carte, à la fois des partenaires de terrain, notamment des chambres d'agriculture ou des interpros, qui ont été impliqués notamment sur tout ce qui était bien sûr présence du virus et recensement des symptômes dans les parcelles, et des partenaires plus scientifiques via l'INRAE de Colmar et de Bordeaux. Là, je vous présenterai aujourd'hui, où nous allons vous présenter surtout les deux premiers points. Donc vraiment l'état des lieux sur la présence du virus et les symptômes de la maladie du Pinot Gris. On pourra répondre à vos questions si vous avez des questions sur les autres axes. Si on revient donc sur l'état des lieux de la présence du virus dans les différents bassins viticoles. Donc il y a 9 bassins qui ont été prospectés en France, ce qui représentait 117 parcelles. Alors, comment ont été choisies ces parcelles? Ces parcelles, elles ont vraiment été choisies par les partenaires du projet et absolument pas sur le fait qu'il y ait ou pas de la présence de symptômes. C'était vraiment plutôt des parcelles qui devaient représenter la diversité à la fois au niveau géographique, au niveau cépage, au niveau âge des parcelles, et en oubliant totalement la notion de symptômes pour éviter d'avoir un biais et vraiment avoir une vision plus précise de la présence du virus. Ces parcelles, donc on appelle parcelles sentinelles car elles sont bien cartographiées, bien identifiées au niveau GPS et qu'on peut donc y retourner si on veut. Si dans quelques années, on pourrait retourner sur ces parcelles, refaire des analyses pour voir l'évolution pas des symptômes, pardon, mais de la présence de ce virus. Donc, il y a une cartographie de ces parcelles qui a été réalisée et les analyses ont porté sur 15 cèpes par parcelle, donc qui ont été testées individuellement. Au niveau de ces analyses, donc première donnée, 70% des parcelles présentent au moins une souche qui s'est avérée être positive. Donc, on va dire les 3/4 des parcelles analysées. Sur la totalité des cèpes, si on regarde cette fois-ci l'analyse au niveau des cèpes analysés, on en a un tiers qui sont positifs. On a en effet, comme vous pouvez le voir sur la carte, une grande diversité des situations. Là, on a mis des codes couleurs pour identifier donc à la fois le point GPS de la parcelle et la correspondance par rapport à un taux d'infection. Et donc, nos codes couleurs sont des codes graduels. Donc, en vert foncé, on a donc des parcelles dans lesquelles, au niveau de l'échantillonnage, on n'a pas identifié de virus. Vert kaki, c'est entre 1 et 2 souches positives, donc infectées par le GPGV sur les 15 souches analysées. En jaune, c'est 3 à 5 souches positives sur les 15 analysées. En orange, c'est 6 à 12. Et en rouge foncé, on va dire 13 à 15. Donc, c'est une sorte de code visuel pour bien se représenter la situation. Donc, qu'est-ce qu'on voit en dehors de ces données brutes sur le taux d'infection sur la carte de France? C'est qu'on a une grande variabilité des situations. Donc, vraiment une très grande différence de situation puisqu'on peut avoir des parcelles qui paraissent proches, au moins sur la carte, avec des situations sanitaires totalement différentes. Deuxième information importante, c'est que ce virus, il est quand même très, très présent au niveau français et que, à l'exception, comme on va le revenir, enfin, à l'exception de certains cas qui concernent plutôt donc les Charentes où on le trouve relativement peu, on a quand même une présence importante de ce virus un petit peu partout en France. Je vais essayer d'avancer. Si on regarde l'analyse par cépage, donc on a demandé à nos partenaires de choisir des cépages un petit peu emblématiques. Et dans le cas de certains cépages, par exemple, si on prend le Grenache ou le Cabernet Franc, on avait donc un certain nombre de parcelles, un nombre non négligeable de parcelles, un petit peu partout, du moins réparties sur différentes zones du territoire géographique. Et on peut voir que sur ces cépages donc, sur lesquels on a pas mal de données, on a toutes les situations qui sont possibles, c'est-à-dire entre des parcelles pas du tout touchées jusqu'à des parcelles très infectées. On n'a pas du tout de lien, on a vraiment une grande diversité, on n'a pas du tout de lien entre
la présence du virus et certains cépages. Il n'y a pas de corrélation avec le cépage. Donc, je ne vais pas les détailler, mais c'est la même chose aussi pour les cépages blancs comme le chardonnay, le sauvignon, etc. Bon, bien sûr, il y a des cépages sur lesquels on avait moins de parcelles, donc moins de répartition, moins de données d'ensemble sur la présence du virus. On a analysé les porte-greffes, donc les porte-greffes qui étaient utilisés dans ces vignobles, et on a de la même façon, pour les porte-greffes sur lesquels on avait quand même pas mal de données au niveau des parcelles, SO4, Sondisère, etc., on voit que toutes les situations sont possibles entre pas du tout de virus et une fréquence très importante. Pas de corrélation non plus avec le porte-greffe. Par contre, sur la carte, il nous semblait quand même qu'on avait une zone qui semblait un petit peu moins touchée, qui était notamment la zone nord-ouest, enfin Charente et ouest du Val-de-Loire. Cet effet spatial qui nous semblait présent a été testé par des spécialistes, des analystes statistiques, donc via une collaboration avec la plateforme de l'INRAE d'Avignon, plateforme d'épidémiosurveillance, qui nous a confirmé que cet effet spatial était bien statistique, donc avec plus de cèpes infectés vers le sud et vers l'est, et donc à contrario, moins de cèpes infectés vers le nord et vers l'ouest. Ils ont aussi montré qu'il y avait un léger effet âge, donc cet effet, il n'est pas très important, néanmoins, il existe. C'est-à-dire que là, on a des classes d'âge, donc on a des classes d'âge des parcelles antérieures aux années 70, etc., tous les 10 ans, jusqu'à des parcelles qui étaient plantées depuis les années 2010. Et sur ces parcelles, les parcelles les plus jeunes, on a un petit peu plus de virus, on trouve un petit peu plus fréquemment ce virus. Néanmoins, on le trouve aussi sur des parcelles parfois très âgées, certaines même antérieures à la sélection clonale. Ces deux effets ne sont pas superposables. Cela signifie que le fait qu'on trouve moins de virus, par exemple en Charente, n'est pas lié au fait que les parcelles seraient plus âgées. Ce sont bien deux effets indépendants. Au niveau de cette fois-ci, donc c'est vraiment première donnée, présence du virus très présent en France, un peu partout, quels que soient les cépages, les porte-greffes, quel que soit l'âge des parcelles, mais juste un effet effectivement géographique avec un peu moins de ce virus un peu moins fréquent au niveau nord-ouest. Cette fois-ci, deuxième point important, qu'en est-il de la présence des symptômes? Donc pour ça, on s'est appuyé toujours sur notre réseau de partenaires avec des observations dans les parcelles lors de la prospection, des sollicitations d'acteurs locaux, des observations respectives. On a pu donc identifier, dans certains cas, on avait déjà identifié ce problème, c'est notamment le cas en Champagne, sur Pinot Noir. Vous allez avoir quelques exemples de symptômes. Donc, vous retrouvez sur ces cépages donc les feuilles déformées, gaufrées, décolorées, asymétriques. C'est ce que les Italiens appellent un peu les symptômes peau de crapaud, hein. C'est un peu gaufré, boursouflé. Donc ça a été notamment fortement observé en Champagne, dans le secteur de Rilly-la-Montagne, et c'était déjà identifié même antérieurement au projet, puisqu'il y avait des premières observations qui dataient des années 2016. Sur Chardonnay, les symptômes ont pu être observés, donc vous avez les photos de nouveau, décoloration, boursouflure et autres. Donc, dans les différentes régions, on peut voir du chardonnay, donc en Bourgogne, dans l'Hérault et un petit peu aussi en Alsace. Sur Uni Blanc aussi, on a des symptômes qui ont pu être caractérisés avec ces feuilles de nouveau asymétriques, décolorées, un petit peu déformées. Et sur certains cépages plutôt caractéristiques du sud, comme par exemple le Vermentino, où là on avait vraiment des symptômes très très caractéristiques, très marqués, avec ces feuilles très déformées, sinus pétiolaires ouverts, très décolorés, très typiques et parfois des rabougrissements assez marqués. Au niveau donc de ce bilan, au niveau français, on y reviendra après, on verra que la fréquence elle est quand même assez limitée, mais je passe la parole à Arthur pour qu'il puisse vous faire un point sur la région Alsace. Bonjour à tous. Ouais, donc effectivement, l'Alsace a souhaité aussi s'intégrer dans ce réseau Sentinelle qui était national pour faire le point sur la présence du virus dans la région alsacienne. Donc ici, vous avez un focus sur ces fameuses parcelles Sentinelle. La dia est passée.
sur ces fameuses parcelles sentinelles, donc vous voyez qu'à l'intérieur d'une parcelle, on avait donc une zone sur laquelle on avait des souches sur lesquelles on allait prélever pour des tests PCR et des souches sur lesquelles on allait observer les symptômes. Ce qu'on peut dire au niveau du bassin viticole alsacien, c'est que sur les 10 parcelles observées, réparties sur toute l'appellation, hein, du nord au sud, on a 4 parcelles sur 10 dans lesquelles on retrouvait du GPGV, dont une qui était très touchée avec 13 à 15 souches positives au sein des parcelles. Et donc, on a fait cette étude au niveau d'un panel d'âge différent, hein, de 5 à 29 ans, et pour 6 cépages représentatifs de notre vignoble, pour vraiment avoir une vision sur la prévalence de ce virus. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est présent en Alsace, il est présent dans les 2 départements, et donc il est bien là. Alors, je vais essayer de passer la prochaine slide, et je ne suis pas sûr d'avoir la main, Caroline. Ok. Donc des signalements en fait atypiques, de symptômes atypiques ont démarré en Alsace en 2016-2017, et c'est ce qui nous a mis un petit peu la puce à l'oreille, et c'est pour ça que la région souhaitait aussi intégrer ce réseau au niveau national avec, vous le voyez à gauche, des pousses avec du nanisme, un côté buissonnant, notamment sur Gewürztraminer, et puis des souches aussi sur Chardonnay, sur les 2 photos de votre droite, où on observe ce que Anne-Sophie présentait tout à l'heure, des déformations et des décolorations des feuilles sur ces souches qui présentaient ces symptômes plutôt typiques. Sur Pinot Noir, on retrouve aussi en Alsace des feuilles qui ont cet aspect gaufré, déformé, et des pousses buissonnantes, hein, et notamment au printemps, une pousse qui est moins rapide, des pieds qui sont un petit peu en retard par rapport à leurs voisins, et c'est ce qui permet aussi de mettre la puce à l'oreille sur ces types de symptômes. Et on a également des symptômes sur Gewürztraminer. Ici, également ces déformations foliaires, ce côté gaufré. Vous avez aussi parfois des feuilles qui sont révolutées, hein, ce côté un peu crispé de la feuille. Alors la difficulté, hein, c'est que les symptômes ne sont pas toujours typiques, et c'est ce qui peut rendre compliqué aussi la remontée d'informations sur ces symptômes de maladie de Pinot Gris. Alors, si on devait faire un bilan, hein, au niveau national de la présence de la maladie du Pinot Gris au niveau des différents bassins, ce qu'on peut dire suite à la campagne 2019 et 2020, globalement, on a très peu de symptômes observés ou signalés, hein, rapportés à l'aspect national, excepté en Champagne, où on a pu observer un petit peu plus de symptômes qu'ailleurs. Alors, ce qui rend difficile l'analyse de ces symptômes, c'est notamment la présence de co-infections avec des népovirus, qui peut empêcher parfois de conclure sur l'impact ou non direct du virus du Pinot Gris. Il y a également des confusions possibles avec de l'extoriose ou des piqûres de trips. Donc voilà, ça c'est plutôt des facteurs qui compliquent l'analyse des virus. Alors il y a une centaine de signalements qui sont remontés dans le cadre de ce travail sur ce projet GPGV, répartis sur 55 parcelles en France. Et donc l'idée sur ces parcelles-là, c'était de travailler sur des couples d'échantillons de pieds symptomatiques et asymptomatiques, d'en faire une analyse poussée au niveau virologique sur l'état sanitaire envers le GPGV et le Cournouet, et de faire suivre des photos ensuite de ces pieds symptomatiques et de faire valider finalement la présence du virus et les symptômes observés sur ces photos. Donc, ce qu'on peut globalement dire, c'est qu'il y a peu de symptômes, mais dans les symptômes observés, dans les cépages du quart nord-est, on va retrouver des symptômes sur Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, Gewürztraminer. Ailleurs, on a noté des symptômes sur Uni Blanc, Cinsault, Carignan, Vermentino, Zinfandel. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on a pu faire remonter. Alors, et ça peut intéresser les différents acteurs sur le terrain, hein, notamment les conseillers viticoles ou même des vignerons qui s'interrogeraient sur des virus, sur des types de symptômes dans leurs parcelles. Les photos qui ont été récoltées dans le cadre de ce projet vont être disponibles en ligne sur une photothèque. On a profité de la présence du site pathogène sur les différents virus de la vigne, et donc vous pourrez les consulter. Vous voyez ici le petit onglet Galerie photo. Vous irez taper le mot-clé virus du Pinot Gris et vous pourrez retrouver virus du Pinot Gris ou GPGV. Vous pourrez retrouver les photos qui sont liées à ces symptômes.
Et donc, pour conclure, avant de passer la main à Jean-Michel sur sa partie, ce projet a permis d'acquérir un certain niveau de connaissance sur sa présence en France. Donc, le virus du Pinot Gris est très présent sur tout le territoire, c'est ce que disait Anne-Sophie en préambule, on le retrouve partout. On a une présence un petit peu différente selon les bassins, avec le bassin nord-ouest un peu moins touché à ce stade, dans le cadre de cet inventaire. La maladie du Pinot Gris, on en retrouve des signalements quand même assez ponctuels, à l'exception de la Champagne, comme on l'a déjà dit. On a caractérisé des symptômes plutôt typiques sur au moins 9 variétés. On a une certaine variabilité des symptômes, hein, comme on l'a vu sur les photos qui ont été présentées. Hop. Voilà, donc certaines variabilités de symptômes, ce qui rend l'identification plus complexe. Et comme on l'a dit au début, le lien entre le virus et la maladie reste encore mystérieux, pas de postulat de corps. Donc, il reste des choses à expliquer sur le lien entre symptômes et présence du virus. Et en tout cas, une des hypothèses qui avait été faite, notamment sur un lien avec les carences en bord, a été infirmée, donc pas d'explication de ce point de vue-là. Et donc, je laisse la main à Jean-Michel. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est moi qui ai la main, c'est ça? Est-ce que vous voyez ma souris bouger? Ok, parfait. Donc, moi, je vais vous parler, on va changer un tout petit peu d'échelle. On va toujours parler de ce fameux virus. Par contre, cette fois-ci, on va parler plus du génome, essayer de décrire l'histoire évolutive de ce virus, c'est-à-dire savoir quelle est son origine. Et donc, pour ça, je vais vous décrire quelques techniques, notamment une technique très importante qui est le séquençage au débit, qui a démarré au cours du projet Génome Humain. Ce projet Génome Humain a démarré dans les années 90 et qui, si on avait gardé les techniques de l'époque, ce génome aurait été finalisé uniquement en 2026. Et en fait, ce génome humain a été terminé en 2003. Donc, on a eu réellement un bond en avant de 23 ans, ce qui a permis de pas mal de laboratoires d'utiliser ces techniques, de les multiplier, d'en faire beaucoup de choses. Et je pense que tout le monde a déjà entendu parler des métagénomiques environnementales et notamment la connaissance sur tout ce qui est microbiote humain. Et tout ça, ça a permis en fait des diminutions très drastiques des coûts de ces techniques et technologies. Comme on peut le voir ici, par exemple, en 2000, le coût d'un séquençage du génome humain était d'environ de 100 millions de dollars. Et en fait, dans les années, actuellement, c'est environ 1000 dollars. Et donc, vu que ces coûts diminuent, c'est très intéressant pour nous, pathologistes qui travaillons sur les plantes et sur la vigne en particulier. Ça va pouvoir nous servir maintenant, même si ce sont des techniques qui restent encore assez chères, de les utiliser en tant qu'outil de diagnostic pour détecter des virus ou autres pathogènes. Et par exemple, ces techniques de séquençage long débit ont été initiées sur la vigne en 2010. Et comme vous l'avez indiqué Anne-Sophie, c'est que ce virus a été caractérisé en 2012 grâce à ces techniques de séquençage au débit. Et depuis, il y a de très nombreux papiers scientifiques et donc de très nombreux groupes scientifiques à travers le monde qui travaillent là-dessus et qui publient leurs données. Et on peut le voir qu'à la fin des années 2000, il y avait plus de quasiment 2000 papiers scientifiques qui sont présents dans la littérature. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer d'utiliser toutes ces données de la littérature pour essayer de rechercher des informations d'intérêt dans ces grands jeux de données. Et pour ça, on a mis en place un protocole en collaboration avec l'INRA et Colmar et nous-mêmes à l'IFV pour essayer de détecter ces virus dans ces grands jeux de données. Donc, cela consiste à faire un gros travail de bibliographie, de téléchargement de données, d'analyse de toutes sortes, jusqu'à arriver au final, essayer de faire ce que j'appelle un diagnostic in silico, c'est-à-dire aller regarder dans les données grâce à l'ordinateur, savoir si on arrive à retrouver des signatures de tel ou tel virus et essayer de reconstruire et d'obtenir des informations par ce biais-là. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de savoir si on pouvait faire la preuve de concept de l'intérêt du data mining dans le cadre du projet GPGD. Tout d'abord, essayer de savoir si on pouvait retrouver des séquences de GPGD dans les bases de données publiques mondiales. Comme on sait, Anne-Sophie vous l'a dit, que ce virus est connu pour être détecté dans la grande majorité des vignobles à travers le monde. On a voulu savoir également si on pouvait reconstituer le génome entier de ce virus. On a voulu également savoir si on arrivait à reconstituer ces génomes entiers, peut-on avoir une meilleure connaissance de la diversité génétique de ce virus, sachant qu'au jour où on a commencé l'étude, la diversité était inférieure à 3%, ce qui est très très faible
par rapport à d'autres virus qui infectent la vigne, comme le GFLV, responsable de la maladie du courrouille, on a plus de 18% de diversité génétique. Et puis enfin, avec tout cela, on voulait savoir si on pouvait également retracer l'histoire évolutive de ce virus, c'est-à-dire quelle est l'origine de ce virus, sachant qu'un groupe italien avait mis l'hypothèse que son origine était d'Europe de l'Est. Donc pour ça, on est retourné dans un certain nombre de jeux de données, plus de 120 dans le cadre de projets qui ont été produits par l'INRA et de Colmar. Et puis on est retourné sur à peu près un peu moins de 400 jeux de données à travers le monde. Et effectivement, on a retrouvé des signatures de ce virus dans un certain nombre de jeux de données qui provenaient en France de Champagne, d'Alsace, Châteauneuf-du-Pape, Vaucluse, et puis du monde entier, d'à peu près un nombre assez important de pays. On a réussi à reconstituer une centaine de génomes complets, et ces génomes infectaient 36 cépages, donc il n'y a apparemment pas une spécialisation de ce virus pour certains cépages, et on l'a retrouvé sur 3 continents différents, l'Asie, l'Europe et les États-Unis, et l'Amérique en particulier, et ça représentait 10 pays. Donc à partir de là, on a voulu faire une étude de la diversité génétique de ces génomes complets. Donc pour faire une étude de diversité génétique, on fait généralement des arbres phylogénétiques. Ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais j'ai essayé de vous donner quelques clés pour essayer de mieux appréhender ces arbres. Ici, en fait, chaque branche de cet arbre correspond à un individu, un génome. Donc ici, on a un arbre phylogénétique de 126 branches, puisqu'on a 126 génomes. Ensuite, chaque jonction de branches correspond à un ancêtre commun. Ensuite, la longueur des branches, c'est un peu le nombre de mutations qui existent entre 2 séquences. C'est un peu la distance génétique. Donc, plus une branche est longue, plus le génome est différent de son voisin. Il y a ensuite une notion de clade, qui est un regroupement de séquences qui présentent des caractéristiques communes. Comme ici, tout en bas de l'arbre, on peut voir qu'on a 2 séquences qui sont très très proches l'une de l'autre, avec des branches très très courtes. Elles sont très probablement fortement similaires. Ensuite, il y a la notion de bootstrap. C'est le petit chiffre ici, au niveau de chaque branche, qui est un peu l'indice de confiance avec lequel le modèle définit la topologie. Plus c'est proche de 1, plus le modèle est confiant. Donc ici, ce que l'on peut dire, c'est que plus on descend à la base de l'arbre phylogénétique, plus on a une augmentation de la diversité, c'est-à-dire que plus les branches de l'arbre sont grandes. Et en fait, grâce à notre étude, on a quasiment pu multiplier par 3 la diversité génétique de ce virus qui était connu à ce jour. Ensuite, quand on a un peu de couleur, on peut avoir d'autres informations. Les couleurs correspondent en fait où les échantillons ont été échantillonnés pour le coup. Donc, toutes les séquences en bleu ici proviennent de France, en gris proviennent d'Italie et en rouge proviennent d'Asie et de Chine en particulier. Et rien qu'à l'œil, on a l'impression qu'on a un regroupement des séquences par pays et par continent, avec ici un gros clade bleu, avec une majorité de séquences qui proviennent de France. Au milieu, un gros clade qui provient de séquences qui proviennent d'Italie, et tout en bas de l'arbre, des séquences qui proviennent soit de Chine et de Pakistan. L'œil est intéressant, mais c'est aussi bien de confirmer ça de façon statistique, et donc on a fait des tests statistiques pour le prouver. On a bien montré qu'il y avait vraiment des différenciations génétiques entre les différentes populations testées. Ensuite, ce que l'on peut dire également, c'est que la diversité génétique asiatique est beaucoup plus importante que le reste du monde. On voit que la grande majorité des branches en bas de l'arbre ici sont des branches rouges, donc des branches qui proviennent d'Asie ou de Chine. Et lorsqu'on regarde la diversité génétique le long du génome, ici, sur ce schéma, sur ce graphique, on voit que tout ce qui est en rouge ici est bien au-dessus de tout ce qui est en noir. Tout ce qui est en noir, c'est la diversité génétique le long du génome qui provient du monde entier. Et en rouge, c'est la diversité génétique des différents génomes qui proviennent d'Asie. La chose également intéressante, c'est que la grande majorité des séquences de GPGV qu'on a retrouvées provenant d'Asie infectent principalement des variétés asiatiques, notamment, et je ne vais pas prononcer les noms ici, qui sont vraiment typiquement asiatiques. On a également montré que les populations de GPGV asiatiques présentaient des évolutions virales par rapport aux GPGV qui provenaient du reste du monde. Donc, grâce à tous ces résultats, on a pu émettre une nouvelle hypothèse. Ce serait que le virus ne serait pas originaire d'Europe de l'Est, mais très probablement d'Asie. Parce qu'en fait, les populations GPGV qu'on a pu regarder sont très distinctes par rapport aux autres populations. Et donc, pour ça, on a voulu confirmer nos hypothèses, et on a fait une collaboration avec le docteur Nils Poudicard, un scientifique qui travaille à l'IRD de Montpellier. Et lui, son travail, c'est être un évolutionniste des phytovirus. Et donc, il utilise des softwares qui nous donnent des informations très importantes, notamment sur la génétique, sur la vitesse d'évolution du virus
Et puis également, ça va nous donner des informations sur l'origine et les grands mouvements du virus associés à des dates. Donc, ça nous donne des arbres phylogénétiques comme celui-ci associé à des dates. Donc, c'est assez difficile de vous expliquer cet arbre phylogénétique. Donc, j'ai fait un petit schéma qui va vous dire que tout d'abord, effectivement, on a bien confirmé que nos hypothèses, c'est que l'origine de ce virus ne sera pas originaire d'Europe de l'Est, mais bien de Chine et d'Asie. Il aurait émergé dans les années 1850 en Asie, puis il y aurait eu une à plusieurs introductions en Europe dans les années 1950-1960. Est-ce que ces introductions sont directes ou indirectes? On n'a pas pu le montrer, nous n'avions pas assez d'informations pour cela. Par contre, on sait que ces années 1950-1960 correspondent très bien au début de programmes d'amélioration génétique de la vigne dans différents pays européens comme la France, l'Italie ou la Bulgarie. Et ces programmes nécessitent généralement des vignes sauvages qui proviennent soit des Amériques, soit d'Asie. Et puis ces années 1950-1960 correspondent très bien aussi à des échanges internationaux grandement facilités, soit pour les hommes, soit pour le matériel. Ensuite, l'ordinateur nous a donné une chose assez intéressante, c'est ce que j'appelle ici l'Europe, la plateforme de distribution de ce virus. C'est-à-dire qu'une fois que ce virus a évolué en Europe, il aurait été importé par différentes voies, à différents temps. La première serait en Amérique du Sud, dans les années 1980-90, qui correspond très bien à la révolution du vin en Amérique du Sud. Puis dans les années 90-2000, différentes introductions en Amérique du Nord, aux États-Unis et en Californie en particulier. Et ces années correspondent très bien à l'évolution et le développement des terres dédiées à la viticulture en Californie, par exemple. Et puis, une fois évolué, ce virus il y a eu un retour un peu à l'envoyeur, on va dire, en Chine, à la fin des années 90, début 2000, qui correspond très bien également au changement de pratiques culturelles chinoises, où ils sont passés beaucoup plus à la culture de raisins de table vers des raisins de cuve. Et la chose que je voudrais quand même signaler, c'est que tous ces grands mouvements de ce virus au niveau international, donc le virus aura fait le tour de la planète avant que ce virus soit caractérisé en 2012. Donc en conclusion, retrouve-t-on le GPGV dans les bases de données publiques mondiales? La réponse est oui. Il a l'air d'infecter un certain nombre de cépages et il est réparti à travers le monde. On arrive à reconstituer des génomes entiers qui nous ont permis d'augmenter la diversité génétique de ce virus. Et l'ensemble nous a permis d'émettre des hypothèses et d'affirmer ces hypothèses en disant que ce virus serait très certainement originaire d'Asie et de Chine en particulier, et que les grands mouvements de ce virus en fait, seraient très fortement corrélés avec l'histoire de la vigne en général. Donc voilà, juste pour vous dire que tous ces travaux ont fait l'objet d'un papier scientifique. Vous pouvez aller le regarder, le télécharger, c'est gratuit. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit ce soir, soit en m'écrivant un email. Donc je te le redonne la main, je ne sais pas comment faire. C'est bon, je la reprends. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos interventions. Donc, on a des questions qui sont déjà arrivées. La première question était de savoir, lors de la cartographie, donc je pense qu'elle s'adresse plutôt à Anne-Sophie, lors de la cartographie GPGV que vous avez réalisée sur toute la France, est-ce que tu peux repréciser que vous avez bien utilisé des techniques ELISA ou PCR? Oui, il s'agit de technique PCR parce qu'en fait, il existe effectivement un sérum en ELISA fourni par Bioreba, mais les tests qu'on a pu faire sur ce sérum ne nous ont pas satisfaits. Donc, nous, on travaille uniquement en PCR. Ok, après, il y a une question pour toi, Jean-Michel, qui te demande de préciser un petit peu ce que tu entends par introduction directe et introduction indirecte. Alors, introduction directe, c'est que quelqu'un ait pris une bouture de vigne et l'a introduit directement en France, par exemple, s'il provenait de Chine. Mais vu que les pas de temps sont très importants entre l'émergence et les dates que l'ordinateur nous indique où il y aurait eu les introductions entre 50 et 60, peut-être que ce virus aurait peut-être passé par la Russie, par d'autres pays, on va dire, mais le nombre de séquences n'est pas suffisant pour pouvoir tirer des conclusions à ce stade. Je ne sais pas si c'est assez clair. Moi j'ai trouvé, après je verrai si la personne me redemande des précisions. En attendant qu'on ait d'autres questions qui arrivent, moi j'en avais une peut-être pour
pour Arthur ou pour Anne-Sophie, est-ce que, donc là, vous nous avez présenté la cartographie qui a été réalisée. Est-ce que c'est un travail qui va être fait un petit peu de manière régulière, genre tous les ans ou tous les 2 ans, ou c'était plutôt un one-shot pour avoir un état des lieux et puis vous referez ça dans 5 ou 10 ans? Je vais répondre. Donc là, c'était vraiment un point, voilà, c'était un one-shot, effectivement, pour avoir une vision à un instant T. Néanmoins, effectivement, ces parcelles sont référencées. On a donc tous nos partenaires ont bien renseigné les données GPS et des parcelles et des souches. Et donc, s'il y avait besoin de voir s'il y a une évolution, par exemple, si dans les régions où pour l'instant le virus semblait assez peu présent, s'il y a une évolution de la situation, on a moyen de retourner sur ces souches-là pour voir si, entre-temps, elles se sont donc contaminées. Mais a priori, le but n'était pas de pouvoir le faire de façon récurrente. Enfin, ce n'était pas l'objectif initial. Ok. Et est-ce qu'il y a des laboratoires qui peuvent faire les analyses si jamais il y a des viticulteurs qui s'interrogent sur le fait qu'ils aient ou pas du GPGV dans leur parcelle? Est-ce que s'il y a... Alors, on peut le faire. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres laboratoires. Donc, nous, quand je dis IFV au Grau-du-Roi, on le fait. On le propose en prestation. Je ne sais pas objectivement s'il y a d'autres laboratoires qui le proposent parce que, effectivement, comme ce n'est pas des techniques ELISA, il y a moins de gens qui proposent de la détection de virus par PCR. Mais c'est possible qu'il y ait d'autres laboratoires. Ça, j'avoue, je ne sais pas s'il y en a d'autres que nous, en fait. Ok. Et est-ce qu'on a une idée sur les pratiques culturelles qui font que le virus s'est introduit et s'est diffusé comme ça dans tous les vignobles, ou est-ce que c'est encore des leviers sur lesquels on doit progresser? Non. Effectivement, c'est une question. Parce que, bon, donc les données des analyses gérées par Jean-Michel montrent effectivement qu'il y a sans doute une introduction qui est relativement ancienne. Néanmoins, donc ça devait être surtout sur des souches relativement ponctuelles. Enfin, les données qu'on a montrent quand même que le virus n'était pas présent de façon en grande quantité il y a, on va dire, avant les années 2000-2005 au niveau français. En tout cas, je pense que c'était la même chose au niveau aussi italien. Donc, il s'est diffusé effectivement à un moment. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est diffusé? Ça, j'avoue que c'est une question à laquelle on n'a malheureusement pas de réponse. On sait qu'il y a un vecteur, en tout cas, il y a un vecteur qui a été identifié, qui est donc un acarien, qui est un acarien assez classiquement présent, hein, qui est Colomerus vitis, hein, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Est-ce que néanmoins les pratiques culturelles ont fait que, bon, il se dit qu'il y a quand même beaucoup plus d'érinose qu'il n'y en avait avant? Est-ce que ça a pu avoir joué? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a des conditions climatiques? Ça, j'avoue que c'est des choses auxquelles on ne sait malheureusement pas encore répondre. Mais on prévoit effectivement de continuer, bien sûr, de travailler sur ce sujet, puisqu'il y a encore pas mal de questions posées. Et parmi les questions qu'on souhaiterait aborder, il y a tout ce qui concerne la vection. Donc, retravailler la vection, travailler donc avec des gens qui sont plus spécialisés justement sur ce type de vecteurs pour mieux comprendre et voir un petit peu aussi s'il y a des moyens de gérer ces vecteurs. Parce que pour l'instant, à part utiliser du soufre à un moment donné dans des concentrations assez importantes, il n'y a pas vraiment de solution possible. Donc, on veut aussi travailler la gestion de ces vecteurs et il y aurait peut-être des possibilités en lutte biologique de lutter donc sur Colomerus vitis, mais ça, c'est un projet qui doit être initié pour travailler dessus. En fait. Ok, alors j'ai plein de questions qui sont arrivées pendant que tu nous répondais. Une première question d'une personne de France Agrimaire qui nous demande si vous avez testé les collections de vitis asiatiques implantées en France. Je pense pas dans la cartographie. Jean-Michel, il me semble que tu avais quelque chose là-dessus, non? Alors oui, j'avais commencé, il y a quelques vitis asiatiques ici sur le site de l'INRA de Colmar. J'avais commencé à faire les échantillonnages, mais bien sûr, comme pour beaucoup de personnes d'entre nous, le temps est limité et on a quelques données, mais pour le moment, on n'a pas été caractérisé plus loin que ça. Donc, mais oui, c'est quelque chose de très intéressant. Je sais pas alors je vais pas savoir si c'est des vitis asiatiques. Je sais qu'on a fait pas mal d'analyses dans la collection de Vassal. Je ne sais plus s'il y a des vitis asiatiques. On avait regardé par rapport à des origines géographiques. Alors, c'était avant que tu fasses tes analyses, Jean-Michel, mais par rapport à des origines géographiques. Mais derrière, du coup, ce qu'on n'a pas, c'est on ne sait pas si les souches positives se sont contaminées localement ou étaient contaminées avant. Donc, ça, c'est la limite.
Mais bon, il faudrait que je regarde un petit peu plus pour répondre à cette question s'il y a des vitis asiatiques, parce que là, j'avoue que je ne sais pas si à Vassal il y en a ou pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Si, j'imagine qu'il doit y avoir un certain nombre de vitis asiatiques, mais je ne pense pas qu'elles aient été testées. Il faut qu'on recroise un petit peu nos données. Bon, j'ai des questions plus simples qui sont arrivées. La suivante, c'est est-ce qu'il y a actuellement d'autres potentiels vecteurs que les acariens qui sont aujourd'hui à l'étude? Je vais essayer de répondre aussi. Alors, effectivement, on se pose la question effectivement, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a d'autres vecteurs? Parce qu'effectivement, Colomerus vitis, malgré tout, on se dit que c'est quand même quelque chose qui était déjà très présent. Le travail, le seul article qui a montré qu'il y avait une capacité de vection, comment dirais-je, la capacité de vection ne semblait pas très importante. Donc, effectivement, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a d'autres vecteurs? Néanmoins, quand on discute avec des spécialistes, des acarologues ou autres, l'idée, c'est quand même qu'un virus est associé préférentiellement quand même à un vecteur. Donc, pour la personne qui était vraiment spécialisée sur Colomerus vitis, elle avait l'air de penser que c'était difficile d'imaginer qu'il y ait, enfin, je ne voudrais pas déformer ses propos, mais qu'il était difficile d'imaginer qu'il y ait d'autres vecteurs. Pour l'instant, concrètement, on n'a pas de travaux du tout sur les autres vecteurs possibles. Mais ça fait partie des choses qu'il faudrait aussi travailler, alors en restant sans doute dans des familles de vecteurs assez proches. Ok, alors j'ai une question pour Arthur, pour changer un peu d'intervenant. Est-ce que le réseau Sentinelle est destiné à rester en place? Et si oui, pour combien de temps? Ouais, bah, c'est comme le disait Anne-Sophie, hein, l'idée c'est d'avoir ces parcelles en veille, de pouvoir y retourner si besoin, et peut-être de faire aussi des diagnostics à un certain laps de temps, peut-être 5 ans. Ça n'a pas été convenu, mais en tout cas, en région, ces parcelles sentinelles pourront faire l'objet d'une surveillance en interne, et puis dans le cadre du projet national, si besoin, on pourra retourner dessus. De toute façon, ça fait partie d'une forme de veille, ces différents réseaux de parcelles, que ce soit pour le GPGV ou pour d'autres viroses. En fait, ça nous sert, nous, en région, d'observatoire pour avoir une vision sur les virus, l'émergence de virus et la prévalence de virus qui sont existants depuis longtemps et de leur impact sur nos cépages, sur la production de nos cépages et leur propagation au vignoble. Ok, et est-ce que, peut-être soit Arthur, soit Anne-Sophie, vous pouvez nous préciser si on a une idée de l'influence du virus du GPGV sur la durée de vie totale d'une vigne infectée? Et est-ce que les vignes qui ont exprimé des symptômes une année les expriment tous les ans, ou est-ce que ça fait comme pour les maladies du bois, par exemple? Je vais commencer, Arthur pourra préciser pour la situation alsacienne. Alors, sur la mortalité, pour l'instant, pas de mortalité observée, concrètement, sur des souches symptomatiques. Donc, les données les mieux connues, ça va être dans le nord de l'Italie, et ça va être la Champagne, puisque c'est en Champagne que les symptômes sont les plus fréquents et ont été observés depuis le plus grand nombre d'années. Donc, dans les deux cas, pas de mortalité. Pour répondre à la question sur la fluctuation des symptômes, en général, quand on a des symptômes vraiment caractéristiques, les souches qui montrent des symptômes les expriment d'une année sur l'autre. Mais il y a toujours des exceptions. On peut quand même avoir de temps en temps des souches qui vont montrer une année des symptômes et une année suivante moins de symptômes ou peu de symptômes. Dans ces cas-là, c'est effectivement lié à la climatologie et au fait que les printemps soient plus ou moins humides. C'est sans doute lié au fait qu'il y a un équilibre, on va dire, entre le virus et la plante qui s'établit de façon différente, en fait. Et je vais laisser Arthur compléter pour l'Alsace. Ouais, bah, je confirme, c'est ce qu'on va observer aussi sur les parcelles pour lesquelles on a les symptômes les plus typiques, hein, de cette maladie du pinot gris, avec pas toujours des symptômes marqués, ça dépendra des saisons. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que à notre niveau, dans la région, on n'a pas de parcelles sur lesquelles on a une perte de récolte sur tous les pieds. On est plutôt sur des situations avec des pieds isolés au sein de la parcelle pour lesquelles on va observer ces symptômes avec des variations annuelles
de la symptomologie. Ok, bah, du coup, est-ce qu'on a une idée des facteurs qui peuvent influencer l'expression de ces symptômes? Ça, je pense qu'on ne sait pas trop encore actuellement. Eh bien, au niveau de l'expression pure, c'est effectivement quand même apparemment lié au. Ce qu'on n'a pas dit, effectivement, peut-être il aurait fallu commencer par ça. Les symptômes les plus visibles sont au printemps, au début du printemps, avec les premières feuilles en général formées qui sont très marquées. Je prends le cas de la Champagne, les premières feuilles sont très marquées et les feuilles suivantes en général, les rameaux suivants sont normaux. Donc ça, c'est le cas de la Champagne, où on a beaucoup de souches symptomatiques. Dans les autres cas, par exemple, si on prend le cas plus du sud, par exemple Vermentino, un cépage qui marque beaucoup, c'est assez différent. On a vraiment des souches très ponctuelles, très très peu de souches. Rien à voir avec la situation champenoise, avec par contre des souches qui sont très marquées, rabougries, et là qui persistent tout au long de l'année. Donc on est sur deux typologies de symptômes un petit peu différentes. Mais c'est vrai, sur l'expression des symptômes, c'est quand même fortement lié à la climatologie, donc qui doit jouer effectivement sur la charge virale, probablement sur la concentration du virus en même temps que la plante est en train de se développer. Ok, et est-ce que, c'est peut-être une question plutôt pour Jean-Michel cette fois-ci, est-ce que le virus a été repéré sur d'autres espèces végétales, type arbre fruitier par exemple? Ou est-ce que c'est quelque chose que toi, tu n'étudies pas forcément? Alors, j'étudie pas ça forcément. La seule chose dont Anne-Sophie a pu parler, c'est que oui, ce virus a été retrouvé dans différentes plantes sauvages, mais herbacées au vignoble. Par contre, à ma connaissance, on n'a aucune nouvelle sur le fait qu'il infecterait d'autres plantes ligneuses, on va dire en général. Ok, et il y a une question qui est arrivée alors euh, sur quelque chose que tu as, je pense, Anne-Sophie, déjà dit, mais qu'il faudrait que tu nous reprécises si le vecteur du GPGV est présent en Charente particulièrement. Ben, je pense que Colomerus vitis est présent en Charente comme ailleurs. Enfin, j'avoue, je n'ai pas trop de vision précise sur cette région-là, mais je ne pense pas qu'il soit absent effectivement de la région. Alors, si on peut imaginer que, si on veut, disons que le virus, il va se propager par deux moyens. Effectivement, il y a le premier moyen, c'est le matériel végétal, donc, comme a pu le montrer Jean-Michel sur les grands échanges, mais aussi au niveau local. Si vous avez des bois d'une vie qui est infectée, la descendance sera infectée. Et après, vous avez localement aussi la pression des vecteurs. Donc en Charente, s'il n'est pas présent, peut-être qu'effectivement, comme c'est une région où a priori il y a beaucoup de production en local, vous avez dans les vignes mères sans doute le virus est assez peu présent et du coup dans la descendance, dans les vignes de production, ben, vous n'avez pas beaucoup de virus. On imagine que ça pourrait être expliqué par cet état des lieux, quoi. Enfin, par ce fait-là en fait. Mais plus que par une histoire de différence au niveau de la présence de Colomerus. Mais j'avoue que je ne m'étais pas posé la question, donc il faudrait que peut-être je revoie avec les Charentais s'ils ont des données là-dessus, effectivement. Et tu parlais de la contamination des bois, du coup, est-ce qu'on a des techniques, genre traitement à l'eau chaude, qui permet justement de s'affranchir de ce problème-là ou... Malheureusement, non, le traitement à l'eau chaude n'est pas efficace sur les virus. Il est efficace sur les phytoplasmes, mais il n'est pas efficace sur les virus, le traitement à l'eau chaude. Ça serait bien, mais ce n'est pas le cas en fait. Jean-Michel, on a une nouvelle question pour toi. Est-ce que tu as utilisé l'HTS pour la certification? Non, on n'a pas utilisé les techniques HTS pour la certification. C'est peut-être à réfléchir dans les années futures. Je pense que ce sont des techniques très intéressantes justement pour avoir une vision globale de ce qui peut se passer au niveau d'un pied. Après, ça dépend jusqu'à où. Tester tous les pieds en HTS, ça risque d'être difficile, voire plus qu'impossible. Par contre, les têtes de clone ou autres, je pense qu'il peut y avoir un intérêt. Ok, merci pour ta réponse. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut rajouter quelque chose qui n'aurait pas été dit? Pour l'instant, je n'ai pas reçu de nouvelles questions, donc on a commencé à répondre à tout le monde. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voudriez réinsister peut-être?
Après, on n'est pas du tout rentré parce que faute de temps, on n'avait pas le temps de revenir dessus sur le lien virus-symptôme. Donc vraiment, un point important à garder en tête, c'est virus extrêmement présent en France comme dans les autres pays d'ailleurs. Symptômes globalement au niveau français, quand même très peu fréquents, sauf cas exceptionnel particulier de la Champagne. Mais toujours grande interrogation, en dépit de tout ce qu'on a pu faire dans le projet, on n'a pas réussi à identifier, à caractériser ou à comprendre pourquoi on avait donc ce virus qui est fréquent sans qu'on ait systématiquement de symptômes. Donc on a travaillé sur les variants, sur l'hypothèse variant. Ça n'a pas été confirmé par nos analystes, c'est-à-dire on n'a pas identifié un ou des variants particuliers qui seraient associés aux symptômes. On a travaillé sur la charge virale, donc de la même façon, ça n'a pas été confirmé par nos analyses. On a travaillé sur l'hypothèse carence en bord qui était ressortie récemment, donc parce qu'en fait, ce sont des symptômes qui peuvent se rapprocher de ce problème de carence en bord. Dans les essais, donc là, c'est sûr, on a fait des suivis sur des souches symptomatiques, asymptomatiques en Champagne et aussi dans le Gers et Tarn-et-Garonne, je crois. On n'a pas du tout trouvé de différence au niveau des concentrations en bord sur les souches symptomatiques, asymptomatiques. Donc malheureusement, on a plutôt éliminé des pistes que identifier des pistes. Et donc là, le mystère reste encore un petit peu entier. On imagine qu'il y a peut-être des causes multiples qui induiraient cette expression de symptômes dans certains cas. Mais malheureusement, pour l'instant, il y a encore beaucoup de questions là-dessus sur le lien virus-symptôme. Mais vraiment garder en tête que le virus est très présent et que souvent, les souches sont totalement asymptomatiques. Ok. Bah, s'il n'y a plus de questions qui arrivent, je vous propose de conclure ce webinaire. Merci vraiment à tous les trois pour vos présentations qui ont été vraiment claires et qui ont permis d'apporter, je pense, beaucoup de réponses à ces questions autour de cette virose du GPGV. Si vous souhaitez avoir d'autres informations sur le plan dépérissement, sachez qu'il y a un PNDV Tour aujourd'hui qui est mis en place, c'est-à-dire que ce sont des rendez-vous en région entre les chercheurs qui animent les projets PNDV, enfin plan dépérissement, et des techniciens et des viticulteurs. Il y a déjà eu 8 rendez-vous un peu partout, aussi bien à Bordeaux que dans le sud-est et en Bourgogne. Le prochain rendez-vous à noter, justement, on en parlait tout à l'heure, c'était la Charente. Et donc, il y aura un PNDV Tour en Charente le 12 mai. Et je vous invite à vous rapprocher de la Chambre d'agriculture Charente ou Charente-Maritime pour avoir plus d'informations. Sachez aussi que sur notre site internet, vous pouvez télécharger les carnets du plan. Ces carnets reprennent une trentaine de résultats des projets de recherche qui sont présentés selon plusieurs rubriques. Vous avez aussi, dans le cadre de ce webinaire, une plaquette sur le GPGV qui a été rédigée par Anne-Sophie et ses collègues et qui est présente sur le site, mais vous pouvez aussi la télécharger directement via l'interface GoToWebinar qui vous permet aujourd'hui de nous écouter. Voilà, donc là, c'est des exemples de fiches techniques et vous avez en bas à droite notamment le résumé des résultats sur le GPGV. Il ne me reste plus qu'à vous informer de notre prochain rendez-vous webinaire qui clôturera le printemps, qui aura lieu du coup au mois de mai. On parlera de la flavescence dorée. Ce sera Audrey Petit de l'IFV qui présentera ses résultats sur le passage du vecteur de la flavescence dorée dans les différents compartiments du paysage. Et ces données seront complétées par Héloïse Mahé du BIVB qui nous présentera les résultats et en tout cas les pistes qu'elle explore au niveau de la lutte collective. Tout ça aura lieu le 10 mai, toujours à 18 h et toujours en ligne. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour votre attention. Sachez que nous ne diffuserons pas le PowerPoint, mais que vous retrouverez l'intégralité du webinaire qui a été enregistré sur le site du plan dépérissement. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions par mail. Je les ferai suivre aux intervenants pour qu'ils puissent y répondre. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci encore pour votre écoute et pour votre présence. À très bientôt.